Il est important de comprendre l'histoire et l'éducation de Michel afin d'appréhender pleinement ce qui s'est passé. Michel Hardison a grandi dans la petite ville de Carey, dans l'Ohio, située au nord de l'État. En tant que vice-président de la First Citizens National Bank, Tom, le père de Michel, lui a conféré un certain statut parmi ses pairs. Sa mère, Diane, était une femme au foyer qui se sentait seule et n'avait pas assez à faire, et son père était un homme gentil mais distant qui ne passait pas beaucoup de temps avec elle. Même si sa mère devait faire 2 heures de route aller-retour 2 fois par semaine, elle a pu prendre des leçons d'équitation lorsqu'elle le souhaitait. Même si aucun de ses camarades de classe n'avait encore de téléphone portable, elle en a obtenu un lorsqu'elle l'a souhaité. Elle a également reçu ce qu'elle voulait, une grande fête d'anniversaire pour ses 12 ans sur le thème du cirque, avec une structure gonflable et un clown. Michel était une jeune fille calme, plutôt mince et d'apparence banale. Bien qu'elle ait un petit cercle d'amis, elle n'a jamais été le centre d'intérêt de la scène sociale de l'école. De plus, elle n'avait jamais eu de rendez-vous, ni eu d'activité sexuelle, ni même partagé un baiser avec un garçon avant que Matt Pokorny ne devienne son petit ami en 10e année. Comme elle, Matt était timide, et il leur a fallu des mois pour échanger des regards en coin en classe, manger dans différents groupes réservés aux enfants à la cafétéria de l'école, et coopérer sur des projets de groupe avant qu'il ne trouve le courage de s'asseoir à côté d'elle dans le bus scolaire un matin. Quelques semaines plus tard, Matt l'a invité à sortir au cinéma. Après cela, ils sont devenus sérieux en l'espace de quelques semaines. Pendant le reste du lycée, ils sont sortis ensemble, passant progressivement de baisers hésitants à des séances d'embrassades de plus en plus passionnées, en particulier lorsque Matt a obtenu son permis de conduire et que sa mère l'a autorisé à utiliser la voiture. Comme le veut la tradition, ils se sont dépucelés l'un l'autre en mai de leur dernière année d'études, en passant la nuit du bal de fin d'année dans une chambre de motel bon marché. On supposait qu'ils se marieraient un jour, une fois leur diplôme en poche. Bien qu'ils aient conseillé à leurs parents d'attendre la fin de l'université, ces derniers étaient généralement satisfaits de ce plan. Ils ont tous deux posé leur candidature dans les 5 mêmes universités et ont décidé de s'inscrire dans la meilleure, qui s'est avérée être l'université de l'Illinois. Pendant leurs années d'études, ils ont eu un accès très libre au sexe. Leur vie sexuelle était excitante et agréable, bien que cliché, ils avaient tous deux envie de faire l'amour, mais manquaient d'expérience. Ils n'avaient expérimenté que quelques positions différentes. L'idée que Matt tombe sur elle n'enthousiasmait ni l'un ni l'autre. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, et Michel était sûr que son amant était impur puisqu'il y mettait son visage. Le changement le plus important dans leur relation pendant leur séjour dans l'Illinois a été d'ordre physique. Les seins de Michel, auparavant minuscules, ont grossi. Ce sont maintenant des seins de taille D, pleins, magnifiques et lourds. Ses attributs physiques étaient plutôt banals et elle n'avait jamais piqué la curiosité d'un garçon avant Matt. Même si elle était encore un peu ordinaire, sa poitrine visible attirait beaucoup d'attention de la part des hommes, y compris dans ses couloirs, de la part de ses camarades de classe, des hommes dans les fêtes, etc. Même si Michel était amoureuse de Matt, elle n'ignorait pas l'attention des hommes. Elle a appris à sourire et à cligner des yeux, et à laisser certains de ses admirateurs lui tourner autour de manière totalement innocente, du moins de son côté, même si elle était trop timide pour vraiment flirter. Matt, quant à lui, était tout excité. Leur vie sexuelle s'était beaucoup améliorée grâce à son désir insatiable de toucher et de caresser les nouveaux seins de Michel. Matt savait aussi que c'était la première fois qu'il se retrouvait face à Michel pour obtenir ses faveurs. Il devint encore plus perspicace, serviable, attentionné et encourageant. Bien qu'ils aient toujours étudié ensemble, il se faisait maintenant un devoir de relire et d'éditer les travaux de Michel, ainsi que de revérifier ses problèmes d'économie. Il lui offrait des massages de pieds après une longue journée et lui achetait des fleurs sans raison. Il lui a exprimé son affection pour elle. Elle lui a répondu poliment. Elle avait toujours aimé Matt, oui. Bien qu'il n'en ait jamais parlé, la balance avait légèrement changé. Il fut un temps où il formait un couple assorti, vivant dans son propre monde, sans réel intérêt de la part des autres. Michel savait maintenant que les hommes s'intéressaient beaucoup à elle. Si vous lui aviez posé la question, elle l'aurait nié, mais elle était consciente des possibilités qui s'offraient à elle. Matt a choisi de lui poser la question à la fin de l'été, juste avant leur première année d'études, peut-être en partie pour cette raison. Il campait dans la forêt nationale Daniel Boone du Kentucky avec quelques amis du lycée. Chaque année, au mois d'août, une trentaine d'entre eux, certains couples, d'autres célibataires, partaient en excursion d'une semaine sur le même terrain de camping. Matt passa la main derrière lui et attrapa une canette de Miller Lite, qu'il donna à Michel alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp le dernier soir, buvant de la bière, discutant, écoutant la radio et dansant un peu. Elle s'apprête à faire sauter le couvercle sans trop réfléchir, mais se retrouve face à une minuscule boîte noire qui avait été scotchée sur le dessus de la canette. « Matt, c'est ça ?»
Il s'était levé de sa chaise et s'était agenouillé devant elle. Leurs copains l'ont regardé, avec un grand sourire, puis se sont tus. Michel, je t'aime depuis que nous avons 15 ans, tu es la seule pour moi, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Incrédule, elle s'est arrêtée un instant avant que Matt n'ouvre la boîte et ne lui révèle la bague. Elle s'est exclamée, oh mon Dieu, Matt, oui. Oui, je vais t'épouser, en se mettant à pleurer. À peine conscients des applaudissements et des rires qui les entouraient, ils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre. Les compagnons de la jeune femme s'attroupèrent autour d'elle, parlant tous en même temps, tandis qu'ils l'aidaient à essayer la bague. Les amis masculins de Matt le félicitaient, riaient et lui donnaient des tapes dans le dos à 3 mètres de distance. Cette nuit-là, sous la tente, ils ont fait l'amour avec passion. Après avoir fait l'amour, elle se sentit attirée par lui, ce qui était inhabituel pour eux, et ils se couchèrent paisiblement dans les bras l'un de l'autre, souriant et parlant doucement. « Bébé, tu m'as surpris ce soir. J'y pensais depuis un moment, Michel, et je n'allais pas te laisser partir. » Elle l'embrasse. « Je ne vais nulle part. Mais j'ai adoré la surprise, la canette de bière et tout le reste. Tout le monde était au courant. J'ai soumis l'idée à Sandy et Adam pour m'assurer que ce n'était pas trop ringard, mais Sandy s'est exclamé « Ah oh !» et m'a dit que c'était tellement romantique que je me suis dit « Et alors ?» Merci d'avoir dit oui, au fait. Elle l'embrasse à nouveau après lui avoir donné une légère claque sur le visage. Ne fais pas l'idiot. Je suis évidente pour toi. Ils se mirent d'accord pour s'en tenir à leur plan initial, à savoir attendre la fin de la remise des diplômes pour le mariage, et le lendemain matin, ils firent une longue promenade avant de retourner emballer la tente et leurs affaires. Cependant, Michel a eu une autre idée qui a enthousiasmé Matt encore plus. J'adore la bague que tu as choisie pour moi, chérie. Elle est parfaite? Je veux aussi t'en offrir une. Est-ce que tu porterais une bague de promesse ou quelque chose comme ça si je te l'offrais? Je t'aime tellement, murmura Matt à son oreille en la serrant dans ses bras et en lui adressant un large sourire. Et je serais ravi de porter ta bague. Les ennuis ont commencé l'été suivant, lorsqu'ils sont retournés à Daniel Boone pour la semaine, retrouvant la plupart de leurs anciens amis ainsi que quelques nouveaux visages, dont Anthony Lotari, le frère aîné de l'ami de Michel, qu'aucun d'entre eux n'avait vu depuis des années et qui leur a tout de suite semblé être un problème. Anthony était plus âgé, environ 29 ans, un grand costaud qui travaillait dans le bâtiment à Cincinnati pendant l'année, il était charmant et flirtait, dans le genre col bleu, et il semblait s'intéresser particulièrement à Michel, ou du moins à ses seins, du moins c'est ce que Matt pensait, Michel et la plupart des filles pensaient qu'il était un beau gosse. Et il était prudent et jouait les mêmes tours à certaines des autres filles. Il lui parlait continuellement, la taquinant ou clignant des yeux, lui faisant un compliment et lui touchant légèrement le bras. Rien qui ne dépasse les bornes, et certainement rien d'assez flagrant pour que Matt puisse l'interpeller à ce sujet. Anthony s'est blessé à la cheville en trébuchant sur un tronc le 5e jour de la semaine, il était censé faire une randonnée sur l'un des sentiers de 5 miles avec Michel et quelques autres ce jour-là, mais il a dû rester en arrière et reposer sa cheville sur une chaise portative avec une poche de glace. Michel était introuvable lorsque les randonneurs sont revenus à 16 heures, heureux et en sueur, en plaisantant sur leurs odeurs corporelles respectives. « Adam, où est Michel ?» s'exclame Matt. « Elle n'est pas venue avec toi. »« Si, elle l'a été pendant un moment. »« Sandy, tu sais ce qui est arrivé à Michel ?» remarque Adam, l'air perplexe. Sandy se retourna, surprise, mais détourna son regard de celui de Matt. « Oui, elle espérait voir une de ces petites chutes d'eau qui ne sont pas sur le sentier. Elle devrait revenir sous peu. » Matt se leva d'un bond, atterrissant négligemment sur son pied, grimaça et s'assit à nouveau. « Est-elle seule? Avec qui est-elle en accord ?» Sandy resta silencieuse, mal à l'aise, jusqu'à ce qu'Adam lui lance un regard sévère et dise « Alors, chérie ?» Sandy a répondu à contre-séure, je suppose qu'Anthony a proposé de l'accompagner. Matt et Adam ont échangé un regard, mais aucun des deux n'a dit quoi que ce soit. Finalement, Matt dit « Merci, Sandy, et d'accord. Je suppose que je vais m'asseoir ici et attendre qu'ils reviennent. » Plus d'1 heure passa, 1 heure de torture pour Matt qui restait assis, la jambe en l'air, à regarder les autres se préparer à aller au lit, à faire du feu, à préparer le dîner commun, et quand Michel revint, les choses ne s'améliorèrent pas. Elle est entrée seule dans le camping et il lui a fallu presque 1 minute pour voir Anthony derrière elle. Elle s'est approchée directement de Matt, s'est penchée et lui a donné un baiser sur la joue. « Et, chérie, comment va la cheville? Nous nous excusons de ton absence. » Matt la regarda, voyant qu'elle ne le regardait pas directement, elle était aussi épuisée et en sueur que les autres, mais avec une pointe de rougeur autour des yeux. « Je vais bien, dit-il, ne sachant que dire car il se sentait bizarre avec elle.
Elle le serra rapidement dans ses bras avant de se retourner et de disparaître dans la tente. D'accord, dit-elle en se levant. Je vais aller aider Sandy et les filles à préparer le dîner. Michel était très attentionnée, assise à côté de lui, souriante, une main sur son épaule ou son bras, s'assurant qu'il avait assez de nourriture et une bière fraîche, courant lui en chercher d'autres. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence l'apaisait. Jusqu'au passage d'Anthony, qui s'arrêta brièvement pour demander à Matt comment il allait et lui adresser un sourire. « Je suis désolé que tu aies manqué la randonnée d'aujourd'hui, c'était une bonne randonnée, » dit-il en s'éloignant sans s'arrêter pour lancer à Michel un regard significatif que Matt ne saisit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil à Michel, qui rougissait à nouveau, l'inquiétude se lisant sur son visage alors qu'elle déplaçait sa chaise pliante pour lui faire face. « Matt » murmura-t-elle en silence, essayant de ne pas être entendue par les autres campeurs, en prenant ses mains dans les siennes. « Tu sais que je t'adore, n'est-ce pas ?» Matt se contenta de hocher la tête, son cœur battant instantanément la chamade face à son attitude bizarre. « J'ai une demande à te faire, chérie. Je veux que tu me fasses confiance même si je sais que ce ne sera pas simple. Tu sais que je t'aime et que nous serons toujours ensemble. » Elle attendit une réponse, mais Matt se contenta de lui lancer un regard silencieux, comme s'il voulait la forcer à le dire. « Ce soir, je vais, juste une fois, juste pour ce soir, rester dans la tente d'Anthony. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il parla un peu plus fort qu'il ne le voulait, et Matt remarqua que quelques-uns de leurs amis s'étaient retournés pour les regarder, lui et Michel. Elle s'est exclamée, choquée et honteuse, « Matt, Tu sais que je ne suis jamais sortie avec quelqu'un d'autre. » Michel, Dieu soit loué. Matt a réussi à contrôler sa voix cette fois-ci. « Tu es fou ? Est-ce qu'il t'a échappé que nous sommes fiancés ?» Malgré les larmes qu'elle avait dans les yeux, elle garda son expression d'acier. « Bien sûr que non, Matt. Maintenant que nous sommes fiancés, je suis à toi. Pour une durée indéterminée. Mais nous ne sommes pas encore mariés, et c'est quelque chose que je dois faire. Essayez. Juste une fois, je te le promets. » Matt était complètement abasourdi, même s'il se doutait bien qu'il s'était passé quelque chose entre eux cet après-midi-là. Essayant de ne pas perdre son sang-froid, il dit lentement, « Chérie. Quand nous avons décidé de nous marier, je pensais que c'était un engagement l'un envers l'autre, un engagement de fidélité. Es-tu en train de dire que tu ne le pensais pas ? Laisse-moi me répéter, je suis à toi. Tout ce que je demande, c'est cette chance, cette occasion d'expérimentation. Bien sûr, Matt, je le pensais. Je te promets que ce sera la seule occasion. Nous allons nous marier l'été prochain, et tu seras mon seul et unique. Comme dans les vœux de mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. N'en fais pas trop, s'il te plaît, bébé. Je sais que tu te sens surpris. Mais ce n'est rien. Je serai toujours à toi. » Une paire de larmes coulant sur ses joues, elle le regardait attentivement. Même s'il était certain qu'elle était sincère, il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle n'était pas soudainement devenue complètement folle. Une inspiration complète. Ensuite, une autre. « Et si je dis non ?» demanda Matt. Sandy lui serra les mains et le regarda. « Je t'aime, Matt, mais je vais le faire. Et demain matin, tout sera terminé, et je serai ton amour et ton partenaire pour toujours. » Elle se pencha en avant, l'entoura de ses bras et l'étreignit profondément et passionnément. Il laissa ses mains tomber sur ses genoux, sans lui rendre son étreinte. Elle la prit dans ses bras, la serrait, puis la regardait directement dans les yeux. Elle lui a dit « Je t'aime, Matt » une dernière fois. Elle a ensuite pivoté et est entrée dans la tente. Matt regarda autour de lui, les larmes aux yeux. Bien que Matt aperçut quelques-uns de leurs amis faisant un effort courageux pour paraître n'avoir rien remarqué, la majorité d'entre eux semblaient être inconscients de l'affrontement. Il resta assis en silence et fit de son mieux pour cacher ses larmes. Et il continua à s'asseoir, seul, sur le côté, dans la tristesse et la stupéfaction les plus totales. Il finit par avoir envie d'uriner, se leva et fit quelques pas en titubant dans les bois jusqu'à la lisière de la clairière. Il se rendit à la tente en retournant à son siège dans l'espoir de faire entendre raison à Michel, mais elle était inoccupée. La nuit était presque tombée et elle avait manifestement profité de sa brève absence pour s'enfuir sans avoir à lui parler. Il faut connaître le passé et l'éducation de Matt pour comprendre ce qui s'est passé. Situé juste à côté de Carey, Matthew Pokorny a grandi dans une ferme rurale avec son frère aîné Jason. Leur père était une brute bruyante et belliqueuse, propriétaire d'une petite station-service sur North Vance Street. Alcoolique, il terrifiait sa femme, une mère bienveillante qui gâtait ses garçons, par ses excès de boisson. Avec leur mère Alice, Jason et Matt ont développé une sorte de relation essentielle à leur défense contre un homme fort qui les faisait vivre dans une terreur constante. Ses attaques physiques étaient peu fréquentes, mais sa violence verbale était persistante et ils avaient toujours l'impression d'être en danger.
Lorsque leur père s'est installé à Tampa et a divorcé de leur mère, cela a été un réconfort pour les deux garçons et pour elle. Matt est parti à l'âge de 14 ans. Jason, de 2 ans l'aîné de Matt, est devenu irritable et rancunier. Bien que le sentiment de mutinerie soit toujours présent, il n'ose jamais réagir. En outre, il a développé une protection intense envers Matt, qui était naturellement beaucoup plus réservé et timide. L'invisibilité était la stratégie d'adaptation de Matt, il évitait les confrontations, n'exprimait jamais d'objection et passait le moins de temps possible avec son père. La plupart du temps, Matt pensait que la même stratégie fonctionnait bien pour lui à l'école. À part Danny Capello, un copain de longue date qui le connaissait depuis le CE1, il était reclus. Bien que ses professeurs aient souhaité qu'il s'exprime davantage, il était un élève au-dessus de la moyenne qui évitait les problèmes. La chose la plus audacieuse qu'il ait jamais faite dans sa vie a été de s'asseoir à côté de Michel Ardison dans le bus ce jour-là. La deuxième chose la plus courageuse a été de l'inviter à sortir au cinéma quelques semaines plus tard. Il était ravi qu'elle ait accepté, et leur relation lui a apporté plus de bonheur qu'il n'en avait jamais connu. Surtout, Jason l'aimait bien. Lorsque Matt s'est préparé à poser la question 4 ans plus tard, il a parlé avec Jason, qui vivait et travaillait alors à Louisville, au téléphone pendant une longue période. Jason, son verrou, son tuteur, son modèle, trouvait Michel gentil et vraiment bien pour lui. Matt était bien trop perspicace et prévenant pour ne pas réfléchir à la manière de réagir lorsque le physique de Michel, qui se développait tardivement, a commencé à attirer l'attention des hommes alors qu'ils étaient à Illinois. Il a opté pour le calme, ce qui est typique de son tempérament. Il a intensifié son jeu, s'assurant de montrer à Michel à quel point elle était spéciale pour lui et à quel point il l'aimait, sans être conflictuel ou flagrant. Il n'était pas du tout faux ou cynique. Il l'adorait vraiment. Cependant, il s'adaptait aussi à la nouvelle situation et veillait à ce qu'elle soit toujours consciente de ses avantages en tant que partenaire. Il avait été comblé lorsque Michel avait accepté sa demande en mariage avec beaucoup de bonheur, et leur première année à l'Illinois avait été la plus belle de sa vie. Les actions de Michel au camp l'été suivant lui firent l'effet d'un coup de 2/4 dans le dos. Cependant, d'où Matt se trouvait, Anthony ne semblait pas avoir quelque chose que les autres gars n'avaient pas, et ce n'était pas comme s'il n'avait pas observé Anthony et ne l'avait pas vu comme une menace. Il était assis seul dans le noir, ressentant une douleur aux pieds et au cœur, et il se demandait ce qu'il avait bien pu rater. Qu'est-ce qui, chez cet individu, avait la capacité de lui faire perdre toute sa vie? Il s'apprêtait à se coucher dans sa tente, non pas qu'il s'attendait à dormir beaucoup ce soir-là, lorsqu'Adam s'approcha subtilement de Matt avec Roger Danzin, un autre membre du groupe que Matt ne connaissait pas très bien. Adam ne dit pas grand-chose. Matt, désolé mais. Roger veut te parler de quelque chose qu'il a vu cet après-midi. Je suis vraiment désolé, mec. Adam a serré Matt dans ses bras avant de partir. Roger était mal à l'aise alors qu'il s'asseyait sur le sol. Et, Matt, écoute, je n'allais rien dire, mais Adam t'a regardé parler avec Michel tout à l'heure, et, eh bien, il a dit qu'il fallait vraiment que je te parle. Engourdi, Matt se contenta de hocher la tête. Je m'excuse, cette partie de la randonnée n'est pas importante. En fait, j'avais les courses, et j'ai pris du retard à la fin. J'ai pris beaucoup de retard sur les autres, et sur le chemin du retour, j'ai eu la bonne idée d'aller à cette chute d'eau par le chemin de traverse, parce qu'elle avait l'air si belle à voir. Néanmoins, après avoir parcouru une partie du chemin, j'ai entendu des bruits dans une clairière, et j'ai... je suis désolé, Matt, mais j'ai vu Michel avec Anthony. Ils étaient en train de le faire. Il l'a mise à 4 pattes et il était derrière elle et, bien, je suppose que tu connais la suite. Je suis vraiment désolé. Roger se leva, visiblement embarrassé, posa une main réconfortante sur l'épaule de Matt pendant un moment, puis se tourna vers sa propre tente. Matt passa peut-être encore quelques heures assis tout seul, sans vraiment se rendre compte qu'il avait froid. Il fit un signe de la main ambigu à une ou deux personnes qui lui dirent « bonne nuit » d'une manière discrète. Matt réfléchit à l'histoire de Roger, se demandant distraitement comment il pouvait être à la fois profondément horrifié et non surpris. Cela l'étouffait même si cela confirmait ce qu'il croyait depuis le retour de Michel et ce que ses plans pour ce soir-là avaient rendu très clair. Cela a complètement bouleversé sa vision de Michel et de la signification qu'ils avaient pour elle. Il ne pouvait pas la laisser dans un tel état pour coucher avec une autre femme, ni se crever les yeux. Cela lui paraissait impensable. Il la tenait et elle le tenait. Ce n'est qu'après minuit qu'il réalisa qu'il avait froid et qu'il était seul, que le feu s'était éteint et qu'il devait être bien plus tard que minuit. Il resta assis quelques minutes de plus, déplorant ce que Michel lui faisait subir, et passa en revue les idées qui s'étaient développées presque inconsciemment dans sa tête. Il se leva ensuite avec précaution et retourna à sa tente. Il arrangeait divers objets pendant quelques minutes. Ensuite,
il a pris son téléphone portable et a appelé Danny Capello, une vieille connaissance de son pays d'origine. Ils ont conversé pendant environ 5 minutes. Une fois l'appel terminé, il l'a supprimé de son journal d'appel. Michelle souffrait en retournant à leur tente, celle qu'elle partageait avec Matt, en naviguant prudemment dans l'obscurité. Elle se sentait plus coupable qu'il n'y paraît de ce qu'elle avait fait, et son cœur se brisait pour lui. Tout s'expliquait alors. Elle se rendit compte que leur relation sexuelle d'un jour ne signifierait jamais rien, même si Anthony était séduisant. Ce n'était qu'une aventure, elle avait toujours aimé le mot « aventure », comme s'il signifiait lancer quelque chose en l'air. Quelque chose d'innocent, un frisbee. Certainement pas quelque chose qui pourrait blesser l'homme qu'elle aime. Et maintenant, toute cette logique lui paraissait sans fondement, absurde. Stupide. Il était probablement sidéré, blessé et en colère. Comment allait-elle se rattraper? Pensait-il vraiment qu'elle avait une chance? Elle ressentit également une gêne douloureuse dans son corps. Les descriptions de leur rapport sexuel avec Anthony se succèdent, passant de « fabuleux », « incroyable », « cosmique » à « amusant mais vide » et enfin à « douloureux et non désiré ». Elle se rend compte maintenant qu'il n'y avait pas d'amour dans tout cela. Mais c'était lent, doux et si habile que cela avait complètement changé sa perception. Pendant les 30 minutes que dura leur relation sexuelle, elle éprouva un plaisir incroyable. Mon Dieu, quelle endurance! Et la façon dont il la touchait, caressant doucement les parties de son corps avec ses mains. Il était à la fois incroyablement fort et tendre. Elle voulait plus de ce qu'elle avait eu pendant la journée, et c'est sans doute à elle-même qu'elle pensait lorsqu'elle a accepté de passer la nuit avec lui. Mais cette nuit-là, dans la tente, il s'est montré bien moins patient et bienveillant. Il a agi comme si tout avait déjà été convenu, profitant d'elle. Bien qu'elle ait été occupée à penser au pauvre Matt, la première fois n'avait pas été aussi bonne que dans la clairière. Avait-il pleuré dans la tente? L'avait-il maudite en sirotant une bière sur sa chaise? Pensait-il à des moyens de se venger d'elle? Ce soir-là, Anthony n'a cessé de parler dans la tente. Il a bu de la bière, puis a fait l'amour avec elle. Michelle était épuisée au plus haut point. Elle s'est finalement endormie brièvement, et quand elle s'est réveillée et a remarqué sur la montre d'Anthony qu'il était 5h45, elle s'est discrètement levée, s'est habillée et est sortie, déterminée à retourner chez Matt avant qu'il ne fasse nuit et que personne ne s'en aperçoive. Où était-il? La tente était vide. Elle regarda autour d'elle et utilisa la lampe de poche de son téléphone. Le téléphone, les clés de voiture, le sac de couchage et le reste de ses vêtements étaient toujours là, mais son portefeuille, ses bottes et sa veste avaient disparu. Elle a supposé qu'il était parti se promener tôt ou qu'il avait essayé de dormir. Ou peut-être avait-il dormi dans la tente de quelqu'un d'autre la nuit précédente. Peut-être Sandy avait-il dormi ailleurs avec Adam? S'était-il plaint à Adam de la sulfureuse fiancée de Michelle alors qu'il était ivre? Michelle est épuisée, malheureuse et blessée. Après avoir enlevé son gant et ses chaussures, elle se glisse dans le sac de couchage et commence à ronfler doucement quelques minutes plus tard. Lorsqu'elle s'est réveillée, le cauchemar a commencé, mais lentement. Lorsque Michelle a entendu les bruits typiques du matin, elle a vérifié son téléphone et a vu qu'il était bien plus tard que 10 heures. En jetant un coup d'œil rapide autour d'elle, elle remarqua que Matt était toujours absent. Elle se changea rapidement et sortit rejoindre les autres survivants pour le petit déjeuner et le nettoyage. Elle se renseigna discrètement, mais personne n'avait vu Matt depuis hier soir. Adam se contenta de secouer la tête lorsqu'elle lui parla. Michelle se sentit encore plus mal à l'aise lorsqu'il la regarda froidement, elle avait reçu le même traitement de la part de Sandy et de quelques autres. Elle est retournée à la tente pour se racheter, car elle n'avait plus d'autre choix. Après avoir plié les chaises pour plus tard, elle a sorti le sac de couchage pour le laisser s'aérer et a mis les articles souillés dans son sac à linge. Michelle était embarrassée, mais à l'heure du déjeuner, elle était suffisamment préoccupée pour ne pas en tenir compte. Elle fit le tour du groupe, informant tout le monde que Matt semblait avoir disparu et leur demandant s'ils savaient quelque chose. Pete et Carol ont dit qu'ils s'arrêteraient sur le parking pour voir si la voiture de Matt était toujours là avant de partir. Ils ont confirmé que c'était le cas lorsqu'ils ont appelé 20 minutes plus tard, ce qui était logique étant donné que les clés de Matt étaient toujours à l'intérieur de la tente. Quelques amis proches partaient en randonnée dans des directions différentes, mais ils se sont tous mis d'accord pour veiller sur Matt. Michelle s'est contentée de s'asseoir et de s'inquiéter parce qu'elle était trop anxieuse pour quitter le camping. Vers 13h20, l'appel a été reçu. Sandy a appelé Michelle sur son portable, et elle avait l'air sincère. « Michelle, nous sommes au lac Cavron. Tu ferais mieux de venir. »« Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous trouvé Matt ?» Sandy a raccroché en disant « Viens ici, d'accord ?» Michelle s'élança sur le sentier et arriva en quelques minutes, le pouls battant la chamade. Au bord du lac, elle découvre Sandy, Adam et quelques autres personnes.
Elle s'exclama « Qu'est-ce que c'est ?» avant même de les avoir rejoints. Elle le vit après avoir fait quelques pas. Matt a trouvé sa veste bien pliée sur le sol. Ses chaussures de jogging à côté de la veste. Et ses chaussettes étaient bien rangées sur la veste. Ses chaussures de sport. Son pantalon. Son t-shirt de l'Illinois. Et la bague de promesse, tout en haut, au milieu de la pile bien rangée. Son cri, nous, les effraya et fit voler les oiseaux des arbres voisins. Michel s'effondre à genoux et se met à sangloter. Une semaine s'est écoulée. Près de 30 d'entre eux ont cherché ce premier jour. En quête du moindre signe de la présence de Matt, ils parcoururent tout le pourtour du lac. Puis quelqu'un a appelé le Service national des forêts, qui a pris les choses en main. Matt était un nageur assez doué, s'il l'avait voulu, il aurait pu traverser le lac. Cependant, il allait être tard dans la nuit, et vu la fraîcheur, il aurait pu facilement se perdre. Ou alors, et personne ne voulait le dire à Michel, il aurait pu entrer dans la mer sans avoir l'intention d'en ressortir. Au bout de quelques jours, ils laissèrent la chasse aux gardes forestiers, car tout le monde devait retourner à sa vie quotidienne. Le premier après-midi, Anthony avait tout emballé et était parti sans rien dire à personne. Après avoir passé quelques jours de plus avec Michel, qui ne voulait pas partir, Andrea et Heather furent obligés de rentrer. Bien sûr, elles avaient communiqué avec les parents de Matt et Jason à Louisville, mais elles n'avaient eu aucune nouvelle. Michel a essayé de ne pas pleurer lorsqu'elle les a contactés le premier jour. Le service forestier a ensuite passé l'appel quotidien, Michel n'a plus été en mesure de le gérer par la suite. Jason était présent lorsque les recherches ont finalement été annulées. Venu de Louisville, il a aidé Michel à emballer les affaires de Matt. Auparavant, il avait eu une conversation privée avec elle, la forçant à lui raconter ce qui s'était passé la nuit précédente, lorsque personne n'avait vu son frère. Sans doute la dernière nuit de sa vie. Cela fait tellement mal. Elle a offert à Jason la version adoucie et non classée X de son aventure avec Anthony, tout en sanglotant et en le regardant d'un air pitoyable. Sa relation avec Anthony et sa rupture avec Matt. Il n'est pas surprenant qu'il ne l'ait pas réprimandé. Il n'a pas crié, juré, ni ne s'est éloigné. Il voyait bien qu'elle était dépassée par les remords et le désespoir, qu'elle souffrait atrocement. Il ne l'a pas précisément réconfortée ou serrée fort dans ses bras. Cependant, il est resté avec elle et ils ont tous les deux emballé les affaires. Les sacs de couchage, les ustensiles de cuisine, la tente, les vêtements de Matt et de Michel. Jason suivit Michel dans les deux voitures qui les ramenaient à Carhaix. Ils avaient décidé qu'elle rentrerait directement chez elle. Michel avait sangloté une fois de plus, secouant la tête avec insistance, et avait supplié Jason de ne pas insister pour qu'elle rencontre ses parents quand il lui avait demandé de venir leur parler. Elle pleurait presque en le suppliant, « J'irai les voir, je te le promets, Jason, mais, s'il te plaît, pas tout de suite. S'il te plaît, tu peux comprendre, je ne peux pas maintenant. » Il finit par acquiescer. À son retour, Michel a été accueilli en silence dans la maison et mis au lit par ses parents, qui avaient suivi l'horrible événement au téléphone. Le lendemain matin, ils l'ont installé sur le siège arrière de la voiture familiale et se sont rendus dans l'Iowa pour voir les parents de sa mère. Pendant le reste du mois d'août, ils sont restés absents. Michel a été prise en charge par ses parents. Leur gentillesse est sans commune mesure. Ils ont répondu à ses besoins parce qu'elle était leur princesse. Ses grands-parents lui prodiguaient leur amour et leur attention, mais ils ne parlaient pas du tout de Matt. C'était un soulagement de ne pas avoir à parler de cette histoire, même si elle savait qu'ils étaient au courant. Elle s'est beaucoup reposée, on lui a donné ses repas préférés et on l'a autorisée à faire de longues promenades avec ses deux chiens. Ses parents l'ont raccompagnée à son dortoir lorsque la fête du travail est arrivée et qu'il était temps de rentrer dans l'Illinois. Après son retour à Carhaix, ils ont emballé tout ce qu'elle avait apporté avec elle pour l'été et sont remontés jusqu'à son école. L'idée de ne voir personne à la maison, y compris les amis de Matt, les siens et, mon Dieu, la famille de Matt, lui brisait le cœur. Michel est resté en grande partie dans sa chambre. Elle ne voulait voir personne, elle ne voulait pas se rendre dans les endroits qu'elle et Matt avaient l'habitude de fréquenter, comme la bibliothèque du premier cycle, les bancs du campus ou les restaurants, et elle ne voulait surtout pas voir un de leurs amis et être obligée de répondre aux terribles questions qui ne manqueraient pas de surgir. Bien sûr, elle l'a dit à Hélène, sa colocataire. Hélène a pris dans ses bras la jeune fille, qui était assez proche de l'autre fille, pendant qu'elle pleurait et qu'elle racontait à tâtons son horrible histoire. À quel point il était horrible qu'elle l'ait fait, à quel point elle était triste, et à quel point elle n'aurait jamais pensé que Matt. Bien qu'Hélène soit une amie proche, elle était horrifiée. Après avoir écouté toute l'histoire, elle a commandé une pizza pour que Michel n'ait pas à aller à la cafétéria et qu'elle puisse manger dans leur chambre. Plus tard dans la nuit,
Elle a quitté la maison et a discrètement informé les camarades de classe de Michel de la tragédie, en s'assurant que personne ne poserait involontairement des questions sur Matt à son retour à l'école. Le lendemain, c'est le début des cours, et Hélène s'assure que Michel s'y rende, allant même jusqu'à l'accompagner à son premier cours. Alors qu'elle regagnait sa chambre après son cours de stats cet après-midi-là, Michel remarqua un homme qui marchait à 50 mètres d'elle avec un autre homme sur une route secondaire près de Davenport Hall. Elle a failli crier « Matt » et sprinter dans sa direction. Puis, comprenant qu'il s'agissait simplement d'un homme qui, de loin, ressemblait à Matt, son cœur s'est arrêté et elle s'est presque effondrée. Elle a sangloté tout le reste de l'après-midi en courant directement dans sa chambre. Le lendemain, Michel se rendait à son déjeuner en traversant la cour principale et s'efforçait de se concentrer sur la macroéconomie plutôt que sur Matt lorsqu'elle laissa tomber un de ses livres. Elle remarqua l'ombre de quelqu'un qui se tenait à quelques mètres d'elle alors qu'elle se baissait pour le ramasser. « Bonjour Michel », lui dit-il. Elle se redressa et remarqua Matt. Elle poussa un cri, puis s'évanouit. Pour la troisième fois, elle a demandé « Tu as fait semblant ». Elle continua à trembler et à se serrer les bras autour d'elle. Elle avait encore froid, même s'il profitait du soleil et d'un banc près de l'Illigny Union. « Oui », répéta-t-il. « Je n'en suis pas très fier aujourd'hui, mais j'ai été blessé, plus que jamais, et je voulais que tu te sentes aussi mal que moi. » Elle mettait une éternité à y réfléchir. Elle était tellement soulagée, perplexe et enragée qu'elle était tout simplement trop surprise. Qui aurait cru qu'il existait une telle chose que sa tête nageait? « Comment as-tu fait? » J'ai pris un short et un t-shirt supplémentaire, mais j'avais encore sacrément froid, et j'ai un peu coupé mes pieds nus. J'ai appelé Danny Capello et lui ai demandé de venir me chercher à la rampe de mise à l'eau du lac. Puis j'ai effacé l'appel de mon téléphone, j'ai laissé mes affaires là où vous avez dû les trouver, et j'ai marché jusqu'à lui pour l'attendre. Danny m'a donné quelques centaines de dollars. Après être arrivé en ville en voiture, je suis allé à Walmart et j'ai acheté des vêtements. J'ai ensuite pris un bus pour Louisville, où je suis resté avec mon frère. Pour être sûr que mes parents et lui ne paniqueraient pas quand ils commenceraient à recevoir des appels, j'ai acheté un téléphone bon marché et je les ai appelés. Michel avait encore du mal à comprendre. Quand Jason est arrivé au lac, qu'il a entendu mon histoire et que nous avons rangé tes affaires. Savait-il déjà que vous aviez survécu? Oui. Il t'a simplement fait raconter l'histoire au lieu de t'engueuler à cause de ça. Il m'a dit que tu étais plutôt bouleversé. Et Matt, s'il te plaît, qu'en est-il de tous nos amis? Ils doivent. Tout le monde à Carey est au courant de mon existence. J'ai demandé à mon père d'appeler quelques personnes une fois que vous et vos parents êtes partis afin qu'ils puissent faire passer le mot. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, sauf à toi, et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer tout ça, j'ai juste foncé et je l'ai fait. Je me sens un peu mal à l'aise maintenant, d'avoir laissé des gens souffrir comme ça, de m'avoir pleuré et tout le reste. J'espère que vos parents ont déjà été informés, mais au cas où, appelez-les ce soir. Je déteste l'idée qu'ils croient que c'est à cause de toi, Michel, que je me suis suicidé. Ils continuèrent à s'asseoir en silence, tandis qu'ils l'observaient essayer de comprendre la situation et d'y réfléchir attentivement. Les premiers jours ont été assez difficiles, a-t-il remarqué. Jason a été excellent, compréhensif et encourageant. J'ai renversé quelques bières, cassé quelques-unes de ses assiettes et, d'une manière générale, jeté des objets partout. Au lieu de me presser, il m'a écouté et m'a laissé finir. Vous savez, pendant un certain temps, j'ai envisagé de ne pas revenir à l'école, de disparaître, peut-être de prendre une année sabbatique, d'aller sur la côte ouest et de trouver un emploi ou quelque chose comme ça. Mais je me suis rendu compte que cela n'avait aucun sens. Pourquoi devrais-je retarder la fin de mes études, juste parce que je n'étais plus avec toi? Et puis, je ne pouvais pas continuer à laisser les gens penser que j'étais morte. Ce n'était pas juste pour tout le monde. Il se lève. Je dois vraiment y aller, Michel. Tu vas bien? Tu es toujours aussi pâle. Attends, Matt, ne pars pas. Est-ce que je peux te voir plus tard? J'ai vraiment besoin de te parler encore un peu. Il parla lentement, et pourquoi pas dans quelques jours, d'accord? J'ai eu plus de temps que toi pour réfléchir, alors donnons-nous un peu de temps et nous pourrons parler après. Elle pleurait à nouveau un peu. Matt, est-ce que tu... Il lui tendit doucement la main et l'arrêta. Plus tard, Michel. Nous parlerons plus tard. Hélène s'extasie, il est vivant, et serre Michel dans ses bras, l'empêchant de respirer. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Qu'est-ce qui lui est arrivé? A-t-il fait semblant ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Malgré son agonie et sa perplexité, Michel ne peut s'empêcher de sourire devant la joie insensée d'Hélène. Oui, il l'a fait exprès. Il était vraiment en colère contre moi,
et il s'est dit que c'était un moyen de se venger. Mon Dieu, que ça a marché. Ils en ont discuté pendant des heures et des heures. Qui savait ce qu'elle avait fait, ce qu'il avait fait, et surtout, ce qui allait se passer ensuite. Hélène a répondu, eh bien, il te parle, c'est déjà ça. Et il vous a fait savoir qu'il était vivant. Je suppose qu'il aurait pu rester mort, aller à l'école ailleurs ou quelque chose comme ça. Michel, elle, se contente de secouer la tête et de s'essuyer les yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à laisser les gens penser qu'il était mort, tous nos amis à la maison, et les gens ici. Je ne pense pas qu'il soit revenu pour moi. Hélène la serre dans ses bras. Rassurant sa copine, mais incapable de terminer une phrase qu'elle ne croyait pas vraiment elle-même, elle ajouta, « Eh bien, il a dit que vous pourriez lui parler dans quelques jours. Je suis sûr que lorsqu'il saura à quel point tu t'es senti mal, à quel point tu es désolé de lui avoir fait du mal. » Elle n'avait jamais connu une telle épreuve que d'attendre 2 jours de plus pour l'appeler. C'est pourquoi il avait récupéré son ancien téléphone portable. Il a répondu à la 3e sonnerie et a dit, « Hello, Michel. » Elle trébucha un peu sur ses mots et dit nerveusement, « Matt, salut, ça te dirait qu'on se voit aujourd'hui, tu sais, pour parler ?» Ils décidèrent de se retrouver à 5 heures dans sa chambre. Elle se changea 4 fois, rangea son bureau comme une folle et courut chercher des fleurs pour les disposer dans un joli vase. Matt entra dans la pièce en silence, d'un air détaché et distant. « C'est ton émission, pourquoi tu ne t'y pas ?» lui demanda-t-il en s'asseyant dans son fauteuil près de la fenêtre. Il n'était pas méchant, juste sérieux. Elle a fait un effort, il doit donc le lui accorder. Elle a assumé la responsabilité de ses actes, sans tenter de les minimiser ou de les justifier. C'était horrible, Matt, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je le vois maintenant. Je t'ai trahi de la pire façon qui soit. J'ai été insensible, égoïste et cruel, même si je n'en avais pas l'intention à l'époque. C'était inexcusable, mauvais, sans cœur et immature. Michel, c'est quoi ça? Il allait la forcer à le dire, il n'allait pas rendre les choses simples. Désespérant de garder son regard sur son visage, elle jeta un coup d'œil vers le bas, puis de nouveau vers lui. Ne couche pas avec, ce n'est pas convenable. Avoir des relations sexuelles avec un autre homme. Aux côtés d'Anthony. Cet après-midi-là, d'abord sur le sentier de la cascade. Et puis, Matt, j'ai fait quelque chose que j'ai du mal à admettre. Puis t'approcher et t'informer que je passerai la nuit dans sa tente. De continuer à avoir des relations sexuelles avec lui. Te le dire, puis simplement te retourner et le mettre à exécution. Si je... Il leva la main pour l'arrêter. Il avait l'air épuisé, des poches sous les yeux. D'accord, Michel. C'est mon tour maintenant. Après s'être levé, il passa 1 minute ou 2 à regarder par la fenêtre avant de se tourner vers elle. Vous m'avez trompé de la manière la plus horrible que l'on puisse imaginer, la plus humiliante, même devant le public, et j'apprécie que vous disiez tout cela. Tout ce que vous dites est vrai. Inutile de dire que j'y ai beaucoup réfléchi. Parfois, les gens font des erreurs stupides, comme conduire en état d'ébriété et se tuer, ou ils se disputent inutilement ou tentent de tricher aux examens par peur pendant les examens. Nous n'avons tous les deux que 21 ans, alors je suppose que cela nous rend encore plus enclins à prendre des décisions stupides. Malgré cela, je te pardonne en quelque sorte, je suis juste triste au lieu d'être furieuse comme je l'étais avant. Je ne peux m'empêcher de penser que cela a quelque chose à voir avec tes seins. Comment ont-ils poussé et comment as-tu commencé à attirer autant l'attention des hommes? Michel, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais je crois que c'est ce qui a rendu toute cette affaire possible. Je vous souhaite bonne chance, mais nous en avons terminé. Je suppose que tu espères que nous pourrons trouver un moyen d'arranger les choses, même après tout ce qui s'est passé. Mais nous ne pouvons pas. Je ne le ferai pas. Ce que tu as fait m'a donné l'impression que je ne te connaissais pas du tout, que la vraie Michel, ou la nouvelle Michel, est quelqu'un de totalement différent de celle dont je suis tombée amoureuse au lycée. Elle n'a pas essayé de l'arrêter, même si sa bouche était ouverte et son visage rempli de larmes. Peut-être que rien de tel ne se reproduirait jamais, et que tu m'aimerais et me serais fidèle pendant 60 ans. Peut-être s'agissait-il d'une étrange aberration unique, d'une éruption biologique d'égoïsme. Mais je ne vais pas prendre ce risque. S'il vous plaît, rendez-moi ma bague, murmura-t-il en s'approchant d'elle.